12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique. Aujourd'hui, 2 objets, 2 égaux. Je ne parle pas de vous deux, critiques qui nous accompagnent ce midi, mais de ces 2 films qui vont nous occuper. Michel Gondry et son livre des solutions et Ariel Dombal en Prince balsacienne, la Cadignan. J'ose à peine vous dire bonjour Thierry Chaise. Bonjour quand même. Critique cinéma, rédacteur en chef du magazine Première. Et face à vous, Charlotte Garçon. Bonjour Charlotte. Bonjour. Rédactrice en chef des Cahiers du cinéma. Soyez les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec le livre des solutions, le dernier film de Michel Gondry. Bienvenue dans ton camiontage. Alors, ici avec ce clignotant, Ton mari est mort il y a je mets play. 10 ans maintenant. Et avec clignotant à gauche, Ça va, le gars. pour mettre pause. Et si tu veux faire avance rapide, tu tournes le volant à droite. Voilà. Et dans l'autre sens, si tu tournes à gauche, Je te remets. Et pour couper ? tu klaxonnes. Marc, réalisateur reconnu, poussé à bout par son studio, décide de s'enfuir dans les Cévennes pour finir son film. Avec lui, une petite équipe qui le soutient et surtout le supporte dans son chaos d'idées, d'euphorie, de déprime et surtout de procrastination. Car Marc, dans une belle conduite d'évitement, préfère écrire un livre des solutions plutôt que de jeter un seul coup d'œil sur son film. Pour son retour sur le grand écran, Michel Gondry revient donc avec son alter ego en Pierre Ninet et toujours dans cette veine fantasque et bricolée. Est-ce que vous êtes content de l'avoir retrouvé, Thierry Chaise ? Moi, je suis plutôt content. Plutôt content. Là, mais c'est ce qui me plaît dans le film, c'est-à-dire que le pari du film, c'est comment rendre attachant quelqu'un de profondément insupportable. Et je trouve qu'à ce titre, il réussit vraiment. Donc, il parle de lui et il parle plus précisément de ce moment où il adapte L'écume des jours de Boris Vian, qui est son livre de chevet et projet sur lequel il va se fracasser et où il va découvrir ensuite sa bipolarité. C'est vrai que c'est un vrai retour, parce que le dernier film qu'il avait fait, c'était Microbe et Gasoil, mais c'était en 2015. 2015, mais vraiment l'époque où il enchaînait les gros films, il faut remonter justement aux années 2010, juste avant. Et que c'est un retour qui est passé par la quinzaine des réalisateurs, où ça a été un accueil vraiment dithyrambique. Et ce qui m'a intéressé moi dans ce film, on parlera sans doute, c'est que d'habitude les films de Gondry, c'est vraiment justement l'ego et des films de metteurs en scène où finalement les acteurs sont interchangeables. Ça devait être Nicolas Cage qui devait faire Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ça devait être à la place de Jim Carrey, ça devait être au départ pas du tout Rhys Ifans qui devait faire son premier film Human Nature, mais Christian Bale. Et là, pour la première fois, il a affaire à un acteur qui a aussi un ego et qui est très présent, et c'est un film d'acteur. Donc vous parlez de Pierre Ninet. Charlotte Garçon. Avant, j'allais justement dire, j'aurais préféré voir Louis Garrel à la place de François Ninet. Pourquoi vous voulez parler d'ego aussi Non, parce que je trouve toujours que Louis Garrel arrive à se nourrir d'un rôle. Enfin, on sent qu'il a faim de réfléchir aussi sur le travail d'acteur et que peu importe la taille de l'ego, mais je vois plus un acteur au travail quand je vois Louis Garrel. Et comme il a une coiffure Ninet très Louis Garrel. Voilà. Comme quoi, c'est peut-être interchangeable en fait. Une seule frustration sur l'acteur alors. C'est une déception ? Non, alors moi je ne goûte pas habituellement les films de Michel Gondry, mais je trouve que c'est une figure vraiment intéressante, d'abord parce qu'elle est transatlantique et puis ensuite parce qu'il a toujours fait le grand écart entre l'amateurisme revendiqué, enfin érigé en système, et quand même très précis, mais érigé en système. La preuve, il avait fait une usine à films au Centre Pompidou il y a plus de 10 ans, mais aussi il est capable de faire des blockbusters américains très très chers comme The Green Hornet. Donc déjà, c'est une espèce de bizarrerie dans l'industrie ou dans l'auteurisme, selon le côté. Et moi, ce qui me plaît plus dans son cinéma, dans ce que j'en ai vu, c'est plutôt sa veine coulisses, c'est-à-dire plutôt sa veine justement making of, qu'est-ce qui se passe, comment on crée un film, mise en abîme en fait. Oui, autobiographique, avec le film qu'il avait fait autour de la figure de sa tante, qu'on retrouve ici, mais cette fois-ci interprétée par Françoise Lebrun. Qui s'appelait L'épine dans le cœur. Voilà, c'était je trouvais là le film très touchant, et donc on revient plutôt à cette veine, mais sur un mode comique. Alors... Mais j'ai l'impression qu'il y a une suspension. Parce qu'il y avait quand même un plus tôt dans ce que vous nous avez dit, Thierry Chaise. Vous semblez un petit peu mitigé quand même, Charlotte Garçon. Et pourtant, vous venez de me dire que l'accueil était dithyrambique à Cannes. Bon, alors... Déjà parce qu'on ne peut pas dire que les comédies soient ce qui peuple le plus le Festival de Cannes, toutes sections confondues. Et je crois qu'il y a vraiment... C'est-à-dire que c'est quand même la force de Gondry, c'est que là, en tous les cas, il sait faire rire. Alors,
à ses dépens entre guillemets, puisque, et c'est toute la limite, il fait un autoportrait de lui, quelqu'un justement d'insupportable, et à partir de là qui a des délires. Mais ces délires donnent naissance à des scènes comiques. Et moi, je pense qu'elles donnent naissance à des scènes comiques parce qu'il y a le corps de cet acteur qui est Pierre Ninet, qui est un acteur très physique, plus pour moi que Louis Garrel, que j'adore par ailleurs. Et il y avait cette partition-là à jouer que Ninet fait admirablement. Et d'ailleurs, il y a cette scène, peut-être dont il faut parler, cette scène où il dirige un orchestre avec son corps. Là, pour le coup, c'est vrai que le choix de Pierre Ninet en alter ego de Gondry semble presque évident. Oui, puisque Michel Gondry a fait cela avec un vrai orchestre et ça a fonctionné. Mais j'aime bien la phrase qu'il dit justement à l'orchestre, il dit « vous allez interpréter mon corps ». Et finalement, quand on détache cette phrase de la scène en particulier, où il est une sorte de chef d'orchestre uniquement avec les mouvements de son corps, vous allez interpréter mon corps, ça pourrait être une espèce de clé du film lui-même, ou bien vous allez interpréter mon cerveau d'une certaine façon, parce que moi je n'ai pas tellement trouvé que c'était comment arriver à rendre attachant quelqu'un d'horrible, enfin une espèce d'abuseur, on pourrait dire sur le plateau, puisque c'est d'actualité de parler des mauvais traitements qui ont lieu, qui ont cours régulièrement sur les plateaux de tournage au nom de l'ego autorisé de l'artiste, mais c'est pas tellement ça, c'est pas tellement dans ce sens-là que moi je l'ai vu. J'ai plutôt vu l'inverse, c'est-à-dire j'ai d'abord vu le côté attachant, enfin qui essaye de nous attendrir par la loose, par le fait que ce type-là, de toute façon, il a rien écrit, il a très peur, il a même peur de regarder les rushs de son propre film. Il a peur de lui en fait. Voilà. Donc ça c'est très drôle. Enfin comment il a en fait peur de ce qu'il produit lui-même, quoi. Donc ça va avec un ego démesuré, mais comment en fait le film avec ses rouages comiques quand même très efficaces, il montre quelque chose de complètement tragique qui est effectivement la maladie mentale, c'est-à-dire le fait que il y a un prix à... C'est bien joli d'être un bricoleur, un inventeur, enfin tout ce côté presque cliché que maintenant on associe à Michel Gondry, qui est le petit-fils d'inventeur et lui-même inventeur, et là on le voit avec le camiontage, mais c'est pas pour rien qu'il s'est intéressé à Vian et au pianoctel de Boris Vian dans L'écume des jours. Mais donc tout ça, on sent qu'il en est revenu de sa propre mythologie et qui veut nous dire que derrière ça, il y a quelque chose qui est pas beau du tout, dont il est revenu grâce à la chimie, grâce à un traitement, j'imagine, mais qui est terrible, enfin qui est... C'est vrai que Michel Gondry, pour ma part, moi, me fatiguait un peu avec son côté bricolo, fantasque, décalé, et là, en se mettant lui-même en scène, on a l'impression qu'il a une forme de distance critique aussi avec ça, avec toutes ces petites astuces, avec du coup ce côté torsionnaire parce que il a une idée à la minute, donc tout le monde doit l'accomplir tout de suite. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même un film un petit peu différent peut-être dans la filmographie de Gondry, une sorte de prise de distance ou de pas de côté? Il y a ça vraiment, et je suis d'accord avec Charlotte, c'est que déjà arriver à traiter de la maladie et en faire une comédie sans qu'on se sente nous-mêmes très mal à l'aise, c'est très fort. Oui, il y a ça, mais en fait tout ça est présent. En fait c'est un mix, c'est une manière de... Il avait fait Soyez sympa rembobiné, je pense qu'il rembobine quelque chose, je pense pour redémarrer vers autre chose. Moi j'y vois une compilation un peu de tout ce qu'il a fait, de ses films les plus petits, les plus discrets, comme en effet L'épine dans le cœur ou Microbe et gasoil, et de ces machineries-là. Et que ça fait une dizaine d'années qu'il n'a pas tourné, et il fait le bilan de ça, il nous explique, en gros, à ceux qui connaissent son œuvre, voilà aussi pourquoi j'ai pas tourné, c'est à cause de ça, mais moi j'y vois pas une chose très différente, j'y vois une continuité bilan en fait. Moi j'y vois un bilan pour repartir, je pense, vers autre chose. Mais compilation, c'est quand même pas très valorisant pour un film, hein. Ça fait un peu pot pourri, non? Ah non, alors moi je dirais, dans ce cas j'étais mal. Non. Alors précisez votre pensée. Non, parce qu'il y a aussi des gens qui font toujours le même film et on peut s'enthousiasmer des gens qui font le même film. Ouais. Oui, il y a des styles, bien sûr. Voilà, il y a des styles. Non, mais lui, il va chercher, c'est pas juste la veine bricolo ou la veine totalement détachée de tout. Je trouve c'est ça qui mélange le fait que sa tante, en effet incarnée par Françoise Lebrun, arrive. Denise. Pour ceux qui ont vu justement le film avec elle, le film qu'il avait consacré à sa tante, L'épine dans le cœur, c'est une manière aussi de s'adresser aux gens qui connaissent. Et moi j'aime bien quand un cinéaste me rappelle quelque chose. Donc c'est plus dans ce sens-là de clin d'œil sympathique que genre je vais vous faire une compile et vous allez avec un petit Est-ce qu'on passe un bon moment si par exemple on ne connaît pas toute la filmographie de Gondry, Charles? Alors je pense que oui, puisque c'est mon cas, puisque en fait très vite, même après Eternal Sunshine, j'avais considéré que c'était pas tellement pour moi ce cinéma. En fait, moi je n'aime
j'avoue ne pas aimer trop les films qui créent des mondes en me les imposant et en me disant c'est mon espace de jeu. C'est mon univers, voilà. le fameux univers. Et qui nous l'impose. Et là, lui, de toute façon, il assume, c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire que c'est des jouets quasiment. Donc ça m'a toujours mise à distance. Là, je pense qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus ouvert, disons hétérogène, on pourrait dire documentaire entre guillemets dans l'autofiction. Et il tourne quand même dans sa propre maison. Hein. Donc dans les Cévennes. Oui, dans les Cévennes. Et je pense qu'il s'expose, l'air de rien, mais qu'il a l'élégance. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une sorte de politesse d'en faire une comédie efficace. Et c'est pas si facile quand même d'écrire une comédie qui fasse rire. Thierry Chaise, vous vouliez intervenir? Oui, je suis complètement d'accord. Je pense que si on ne sait rien de Michel Gondry, si on ne sait rien de sa maladie, le film fonctionne totalement. Et si on connaît les films de Michel Gondry et si on connaît sa maladie, le film fonctionne aussi. Mais il n'y a quand même pas un problème sur le fait qu'il se mette en scène pour s'excuser en fait d'être un tyran avec son entourage. En même temps, il y a quand même le personnage adjuvant joué par Blanche Gardin. Donc c'est sa monteuse. Qui lui fait une liste de gens auprès desquels il doit s'excuser. Donc même ça, c'est quand même... Oui, mais est-ce que c'est pas une manière de dire « Regardez, excusez-moi, j'étais pas bien dans ma peau, c'est le drame de la création ». Finalement, en fait, il réitère un mythe du génie isolé, incompris, qui maltraite et qui, au lieu en fait de seulement s'excuser, vient lui-même se donner des excuses en fait. C'est une forme de complaisance. D'une part, on ne sait pas s'il s'est excusé ou non. Et il le fait dans le film. La vraie vie. Oui, en tout cas, il le fait dans le film. On voit Pierre Ninet appeler chacune des personnes. Et d'autre part, ça pose la question même plus large et au-delà de la maladie, de quelque chose qui paraît moins douloureux, mais qui est quand même la question du solipsisme en art. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être un artiste au sens plein du terme et non pas une sorte de facteur cheval, ou est-ce qu'on risque à fabriquer des mondes, que ce soit le monde d'un fou, enfin, le monde d'un seul. Donc ça aussi, c'est intéressant. Je ne pense pas qu'il y ait que une entreprise pro-domo d'excuses ou de justification. Non, et mon plus tôt du début venait de ça. C'est que je lis quand même quelque chose de pro-domo qui peut passer au départ pour une malice un peu plus stratégique, je dirais. Voilà, c'est ça aussi. On peut avoir ça, être un peu suspicieux. Moi, c'est mon plus tôt. Voilà. Mais il n'empêche que dans la comédie, il y a vraiment... qu'on en voit des comédies chaque semaine, il y a quand même une écriture qui est très forte à la fois de situation, une fois encore de Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Non, mais la scène que vous avez indiquée, c'était vraiment ça. D'un seul coup, Pierre Ninet, qui dans la composition de cette musique, il y a d'un seul coup une comédie française qui joue sur le corps, et c'était quand même très rare. Ça arrive beaucoup aux États-Unis grâce à Will Ferrell, grâce à Jim Carrey. En France, on est plus sur des comédies sociales, entre guillemets, alors, à part de Funès à la limite, mais sinon, c'est des situations, là, d'un coup, et c'est sans doute, comme le disait Charlotte, comme il a le pied sur les deux continents, cette capacité-là, et je trouve que ça, à la fois dans les situations, dans les face-à-face qu'il peut avoir justement avec Blanche Gardin, dans les face-à-face qu'il peut avoir avec Camille Rutherford, il est capable, et dans le langage et dans le corps, de faire quelque chose. Et moi, ça me plaît. Mais, en effet, il y a derrière quelque chose qui me dit... il y a quand même une justification de quelque chose où je me dis, moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. Voilà. Pas besoin. On peut peut-être parler rapidement, quand même, justement, de ces seconds rôles, en fait, qui permettent justement un petit peu d'équilibrer. Donc, il y a Denise, la tante, il y a Blanche Gardin, donc Charlotte, qui est la monteuse. Il y a Sylvia, la régisseuse, qui, elle, n'en peut plus, craque, s'en va. Il y a aussi Carlos. Moi, je pense à Carlos, l'assistant monteur de Blanche Gardin, qui, il faut le dire, en fait, s'en prend plein la figure toute la journée par tout le monde. C'est quand même aussi un film qui rend aussi un peu hommage à une bande. Charles Garçon. Oui, alors on est peut-être gêné effectivement de rire de ces maltraitances d'une certaine façon. Bon, ce sera pas la première fois que l'humour s'amuse de choses terribles, je veux dire. Donc ça me choque pas plus du moment qu'on y pense, enfin du moment qu'on en a conscience. Oui, qu'on en a conscience. Il y a quand même cette réplique que lui dit, alors il me semble que c'est le personnage joué par Blanche Gardin, si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Oui. Et donc voilà, il y a le film a cette espèce de triangulation entre le corps, comme disait très bien Thierry, c'est-à-dire toute cette culture du burlesque, du cinéma burlesque qu'on n'a pas, et d'une certaine façon qu'on n'a pas en France, qui fait qu'en France la comédie est empêchée. Enfin, elle essaye, mais elle reste à un niveau psychologisant, et des fois elle se plante, et donc lui il y arrive. Et puis le cerveau,
puisque voilà, il y a toujours des cerveaux dans les films de Michel Gondry, et là c'est un cerveau malade. Et puis l'objet, le jouet, et je pense que ça fait le lien, l'objet, les petits jouets, les maquettes, les films d'animation en stop motion et tout ça, parce que le risque du burlesque, c'est que son propre corps devienne un objet. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a une espèce de confusion mentale ou de risque très très grave psychiquement, c'est de plus être à soi, quoi, de plus être un sujet, de plus maîtriser. Donc ça, je trouve que le film, l'air de rien, et parce que c'est une comédie légère, là, j'ai l'air de d'en faire un drame psychologique. Oui, il y a ça aussi. Non, mais c'est aussi, il est sous-tendu par ça, parce que si c'était uniquement une espèce de satire de ça tourne, enfin, je crois que l'un de ses films préférés, c'est Ça tourne à Manhattan, mais ça resterait superficiel. Si c'est pour dire, ah là là, le petit monde des tournages, vraiment, c'est un petit enfer avec des égos sur pattes, on l'a déjà vu, et bon, ce serait très oubliable. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils peuvent rien voir, là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. Attends, juste la marche arrière pour les rushs. La marche arrière qui passe pas. À qui tu parles? Personne. Pierre Ninet, Blanche Gardin, Françoise Lebrun à l'affiche du livre des solutions de Michel Gondry qui sort aujourd'hui. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et on poursuit avec Les secrets de la princesse de Cadignan, de et avec Ariel Dombal, s'il vous plaît. La princesse de Cadignan. C'est une femme dangereuse. Je fais des folies, j'ai été aimée, adorée même, mais je n'ai pas aimé. Vous m'intimidez. Chez elle, la dépravation n'est pas un effet, c'est une cause, un style. Pourquoi les femmes ne s'amuseraient-elles pas des hommes comme les hommes s'amusent des femmes? En 1839, Honoré de Balzac fait paraître Les secrets de la princesse de Cadignan, une nouvelle dans laquelle la princesse susdite, Diane, chasseresse d'hommes et de héros de Balzac en particulier, Rastignac, Lucien de Rubempré entre autres, désormais retirée du monde, c'est vrai qu'elle a quand même 36 ans, il faut le dire, confesse n'avoir jamais connu l'amour. Va-t-elle le rencontrer? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette intrigue et de cette adaptation par et de et avec Ariel Dombal dans une double mise en abîme où l'on peut voir Balzac qui rencontre à l'écran ses propres créations, mais surtout Ariel Dombal en pleine fusion avec son héroïne. Alors, égo trip perché ou adaptation réussie, Charlotte Garçon? Alors déjà, la problématique de l'adaptation au cinéma m'intéresse pas du tout, parce que... Ah bah, ça commence bien, oui, parce que... merci. Charlotte qui nous disait qu'elle n'aimait pas qu'on impose des univers, on non, est servi. parce que de toute façon, c'est un jeu à somme nulle, puisqu'on peut faire un chef-d'œuvre de cinéma à partir d'un livre sans intérêt, et réciproquement, ou bien un chef-d'œuvre à partir d'un chef-d'œuvre. Bon, donc le jeu des 7 erreurs, on pourra toujours y arriver. Mais par contre, je veux vous remercier parce que, pour le coup, ayant vu ce film, ensuite, je suis allée lire la nouvelle que je n'avais pas lue de Balzac. Qui est très peu connue, il faut le dire. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a vraiment intéressée. Et pourquoi est-ce que je ne l'avais pas vue? Je n'avais même pas vu, à la limite, l'intrigue que vous nous avez déroulée. Parce qu'il y avait Ariel Dombal qui obstruait. Qui prend toute la place. Donc voilà, effectivement, en ayant lu la nouvelle, j'ai repensé au film de manière plus intéressée. Vous l'avez mieux compris du coup? Oui, quand même. D'accord, donc c'était pas très clair. C'était complètement obstrué par la présence de cet égo souffrant. C'est vrai que l'intrigue telle que je la résume là, donc c'est vraiment l'intrigue du film, hein, c'est ça, mais c'est vrai que c'est pas très explicite, Thierry Chaise, vous êtes d'accord? Ah, je suis tout à fait d'accord, mais c'est comme alors souvent. Que l'histoire est simple. Hein. Et pourtant, c'est sans doute l'un des films les plus lisibles d'Ariel Dombal depuis un petit moment. C'est-à-dire, quiconque a vu Alien Crystal Palace est incapable d'en faire le moindre résumé, ou alors va en faire un après tout. Voilà. Moi, il faut dire que c'est pas son premier film, effectivement, c'est son 6e. Oui, c'est ça. Donc depuis les Pyramides Bleues, et ça s'est un peu accéléré depuis. Il y avait Opium, un hommage à Cocteau, Alien Crystal Palace, qui est pour moi vraiment quasiment invisible, et voilà. Et celui-ci, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que c'est la première fois quand même depuis qu'elle fait des films qu'elle est entourée par des gens assez forts dans les chefs de poste. Jacques Fieschi au scénario, alors qui connaît, qui avait eu un César pour Illusion perdue. À la lumière, c'est quand même Éric Gauthier qui a bossé avec Chéreau, avec Géa Zanké, avec Assayas. Au décor, Jacques Garcia, Vincent Darré au costume. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire c'est son premier film entre guillemets presque professionnel, je dirais. Presque. Non, mais parce que c'est comme le plus tôt de tout à l'heure. Non, mais à l'intérieur, il y a des choses bizarres. Mais je trouve que en tous les cas, il y a une volonté
de pas répéter les choses. On n'est pas dans l'amateurisme. On n'est pas dans l'amateurisme. Et alors, en tous les cas, autour des... Sur le papier. Sur le papier et tout ça. Après, c'est un film avec Ariel Dombal, et donc Ariel Dombal étant personnage. Voilà. Donc, moi, je comprends qu'elle puisse hérisser le poil, et dans ce cas-là, c'est pas ce film qui va vous réconcilier avec Ariel Dombal. Mais si la personne qui est capable d'aller dans la robe grillée aux grosses têtes, vous intéresse, à un moment, ce film-là, en fait, à un moment, à tout ça. Alors, effectivement, c'est plus un film sur Ariel Dombal qu'une adaptation de Balzac. Je ne sais pas, puisque moi je suis venue à Balzac par ce film. Ne soyons pas. On peut remercier Ariel Dombal pour ça. En fait, ce qui se passe quand même, c'est que le film me semble s'inscrire dans une sorte de féministe washing à des fins narcissiques, qui a déjà eu lieu quand même récemment avec Mai Wen qui s'est payée la du Barry. Et là, j'ai eu l'impression, on pourrait dire que Margot Robbie s'est payée Barbie, puisque dans une démocratie libérale, ce serait l'équivalent de la royauté. Et puis que là, elle se paye donc cette princesse balzacienne. Quand on dit princesse, en fait, et c'est ça qui m'a intéressée dans la nouvelle de Balzac, c'est qu'on arrive en fait après, on est vraiment entre les liaisons dangereuses, donc les libertins du XVIIIe siècle qui tout à coup sont surpris parce qu'ils tombent amoureux, ils sont mis en échec dans leur rouerie, et puis le moment on est avant Madame Bovary, mais au fond elle a une espèce de langueur digne du bovarisme, et donc Balzac il est vraiment entre les deux, et ça quand même elle arrive à le faire ressentir, notamment parce qu'elle a 70 ans et qu'elle joue quelqu'un qui est censé en avoir une petite quarantaine, donc malgré tout voilà le côté, mais retiré du monde, donc ça pourrait être une adaptation de l'âge, c'est-à-dire qu'elle-même se mettant en scène, en abîme, comme une femme qui va se retirer du monde, qui a eu plusieurs amours, qui a menti, qui a joué des rôles, et qui là en fait veut faire œuvre de sincérité. Oui, alors moi ce que je trouve beau, effectivement, c'est assez beau cette histoire, c'est-à-dire en fait ces deux personnages qui sont comme par hasard deux aristocrates, dont l'homme joué par Cédric Kahn, qui est une espèce d'écrivain comme ça très lui aussi retiré au sens intellectuel, puisque c'est un intellectuel. Suivez mon regard, le couple, la très belle et l'intellectuelle. Évidemment. Ariel Dombal et BHL, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Je le dis, oui, pour ceux qui ne savent pas. Donc moi, cette histoire-là, telle que ensuite j'en ai pris connaissance, elle m'intéresse parce que... Mais elle arrive tardivement. Oui, mais justement parce que la réduire dans le film à une sorte d'histoire justement féministe, dans le sens où ce serait l'émancipation d'une femme, c'est-à-dire qu'ayant vécu sa vie de femme mariée, de mère, de grande aristocrate, elle a plus d'argent après des problèmes politiques, économiques de l'époque, et du coup, elle est prête, elle est une sorte de table rase pour enfin aimer, parce que c'est ça, c'est que ces femmes, puisqu'il y a aussi une autre de ses amies, donc interprétée par Julie Depardieu. Ces femmes ont été des libertines. Elles ont été des libertines de par leur pouvoir économique, d'une certaine façon, de leur place dans la société. Et du coup, là, elles se retrouvent à dire nous n'avons pas aimé. Ça, c'est quand même beau. D'arriver presque trop tard et de se dire. Donc, cette dernière chance, on la retrouve dans le cinéma américain. Moi, j'adore les comédies romantiques. Où les gens ont déjà 40 ans et où c'est peut-être leur dernière chance d'aimer. Donc, j'ai rien à la contre. Le problème, c'est que tout ça est pour moi obstrué par, en fait, quelqu'un qui a de l'argent, qui, comme la princesse, fait une dépense somptuaire et qui se paye des bons techniciens, qui se paye un film, etc., pour simplement se montrer comme étant, pour renforcer le mythe de la femme mystérieuse, désirable, etc. Alors que c'était pas l'objet. C'était l'objet de ce moment politique particulier, de ce que ça change dans la relation homme-femme, etc. Là, on voit plus rien. On voit quelqu'un qui veut juste briller de ses derniers feux. Presque. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le casting 5 étoiles, je suis désolée, il n'est pas dirigé. Cédric Kahn, au secours. Oui, Cédric Kahn, Olivier Py, Julie Depardieu. C'est vrai qu'il y a... Stanislas Mérard, qu'on n'avait pas vu. C'est vrai, Stanislas Mérard. D'ailleurs, qu'on voit peu aussi. C'est dommage. Qu'on n'entend même pas, sauf en voix off à un moment donné. Mais Thierry Chette, vous n'aviez pas l'air complètement d'accord. Parce que si elle a vraiment autant d'argent, ça veut dire que je vois pas pourquoi Liane Crystal Palace avait aussi peu de moyens, pourquoi Opium avait aussi peu de moyens, et pourquoi. Et moi, pourquoi. Je sais. Non, mais pourquoi... alors dites-nous. Attendez, Charlotte. Non, je dis ça, c'est d'un cuistre parce que je les ai pas vus ces autres films. Mais si, c'est parce qu'il y a une idée apprise d'Éric Rohmer qui est qu'on travaille malgré tout dans une économie. Donc ça, c'est assez beau. C'est le bon côté du film, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup, on peut faire très riche, on peut être dans le luxe parce que. On peut avoir un casting 5 étoiles, beaucoup de moyens, oui, et mais dans aussi l'économie. des opéras. Il y a 3 opéras qui sont dansés, etc. Donc ça... Des costumes. Ah oui, ça, j'avais quand même envie de vous demander sur la forme, parce que moi je n'ai
pas vu le film, mais voilà, à quoi on assiste tout de même. Voilà, est-ce que c'est un film de costume? Est-ce qu'on est dans des châteaux? Est-ce qu'il y a des dorures? C'est pas un film d'économie pour le coup. Non, mais je pense qu'il n'y a pas non plus un moyen. Il n'y a pas les moyens d'illusion perdue non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression j'ai un film de nouveau riche. Au contraire, je trouve que c'est parfois même, on voit quand même qu'il n'y a pas tout à fait les moyens nécessaires à cette ambition. Alors oui, c'est un film de costume. En même temps, c'est un film où il y a des moments, des plans de drone. On a l'impression d'être dans toutes les émissions Secret d'Histoire, des choses comme ça, où il y a tous ces plans de drone. Et on se dit pourquoi on reste pas enfermé dans cet endroit. Tout à coup, il y a des accélérations, des ralentis. Après, c'est filmé caméra à l'épaule, ça va très vite. En fait, voilà, moi, c'est ce côté-là où je me dis, en effet, elle ose tout. Et par moments, je dis, mais où est-ce qu'on va? C'est-à-dire que plus que son ego trip, c'est que je me dis, mais pourquoi on mélange a priori tout et on n'arrive pas à s'installer dans quelque chose? Moi, je préfère quand on est et qui fait aussi, qui va avec les moyens. D'un seul coup, c'est plans de drone. Mais pourquoi? Oui, c'est ça qu'on comprend pas. C'est-à-dire que d'un côté, il y a du budget, d'un autre côté, c'est une économie, de l'économie, mais en tout cas, l'économie ne sort pas à l'écran. Si, en fait, ce qu'elle a tiré de l'enseignement d'Éric Rohmer, qui est un peu son maître, outre qu'elle a joué dans ses films, c'est que il faut tourner, comme ça, vite et de manière concentrée. Voilà, donc évidemment que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Oui, il y a quand même des mises en scène, justement, on l'a dit, de bal, des mises en scène d'opéra. On voit qu'il y a eu de la danse, de la chorégraphie, un travail des costumes. Donc, elle n'est pas allée. Ça, c'est pas rapide. Oui, mais là où c'est beau, disons, cet héritage romérien, c'est que quand même tout ça, c'est pour faire entendre un texte. Et ça, je pense qu'elle-même, elle le comprend et elle arrive à le faire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans quelque chose de naturaliste. Mais les autres acteurs, comme ils sont pas dirigés, ils jouent leur rôle, au premier degré, au degré psychologique. Et ça va plus du tout. Et du coup, on n'entend pas le texte de Balzac qui est très beau. Mais il y a quand même un rapport entre le luxe somptuaire que elle se fait à s'offrir un film pour elle-même et en même temps ce que dit l'héroïne en disant mais en fait on a été des Don Juan mais on n'a pas aimé. Et dans le texte, c'est nous ressemblons parfois à ces pauvres jeunes gens qui jouent avec un cure-dent pour faire croire qu'ils ont bien dîné. Eh bien, merci Charlotte Garçon. On va finir sur cette belle citation. Les secrets de la princesse de Cadignan 2 et avec Ariel Dombal, c'est aujourd'hui dans les salles. Merci à vous Charlotte Garçon, merci à vous Thierry Chaise. On peut vous lire dans les cahiers du cinéma Charlotte Garçon et dans le magazine Première Thierry Chaise. Et vous retrouverez, chers auditeurs, chères auditrices, toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission.